notamment économique. D'accord. Voilà, des analyses économiques de la filière ou des choses comme ça. Mais toujours est-il qu'on est quand même beaucoup analyse de flux de matière. Donc là, comme je vous ai dit, c'est la filière du bois et ça va être encore une analyse de flux de matière. Alors pour les acteurs, comme je vous ai dit, alors les acteurs, forcément, ça va être des noms issus de l'univers fantastique, donc de Tolkien, donc c'est les vrais personnages. Donc ça va être un peu spécial, hein, faut dire une petite gymnastique mentale. Alors on a Sylvebarbe. Alors Sylvebarbe, c'est qui? C'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est un Ent, donc c'est un homme arbre et qui prend soin de la forêt. Donc lui, il habite à Fangorn, qui est une forêt dans le Seigneur des Anneaux, tout simplement. Et son but, à lui, ça va plutôt être de savoir combien d'arbres sont prélevés, parce que lui, il veut en prendre soin. Donc on pourrait dire que c'est un organisme qui gère un milieu productif en bois. Ensuite, on a Saruman, donc Saruman qui est un mage, mais qui a aussi une grosse industrie à faire tourner. Et alors son industrie, c'est en Isengard, et il utilise directement le bois de Sylvebarbe pour le transformer. Et alors Saruman, il a plutôt tendance à pas trop certifier son bois, hein. Donc lui, il aime bien prendre du bois et puis pas forcément que ça soit durable. Donc il y a une petite compétition entre les deux. Alors juste sur la carte, c'est ici en bas. Donc là, vous voyez la petite image de Sylvebarbe qui donne du bois à Saruman. Et c'est le premier territoire qu'on va étudier, c'est le Rohan. Maintenant, en fait, la collectivité des royaumes de la Terre du Milieu, il y a deux territoires en fait à étudier. Donc il y en a un deuxième qui est plus haut, donc la plus grosse forêt que vous voyez en haut. Et là, les acteurs, donc il y a Thranduil, qui est l'elfe qui gère la forêt. Il a un peu le même rôle que Sylvebarbe, sauf que lui, c'est pas un arbre, c'est juste qu'il veut, il veut bien gérer la forêt. Donc c'est plutôt au début de la chaîne de la filière. Ensuite, on a Thorin. Alors, Thorin, c'est un nain. Lui, il veut exploiter des mines à fond. Et pour exploiter des mines à fond, il faut vraiment du bois pour faire les rails dans toute la mine. Et il faut aussi du bois pour alimenter les forges. Et c'est l'image qu'on voit en fait en bas. Ensuite, on a aussi Merry et Pipin. Alors, Merry et Pipin, ils viennent de la Comté, qui est en dehors en fait de la deuxième région, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui eux importent du bois de cette région. Et donc, ils sont directement dépendants et en un sens vulnérable en fait de ce qui se passe dans la forêt et de ce qui se passe aussi dans la transformation du bois. Et donc, ils aimeraient bien avoir une vue plus conséquente sur ce qui se passe en amont parce qu'en fait, ils ont juste toute la fin. Et finalement, on a Azog. Donc, Azog, c'est un orc. Et lui, c'est surtout un fonds d'investissement, en fait. Et lui, il cherche à investir là où il y a le plus de valeur ajoutée qui est créée sur la chaîne. Donc, en fait, il faudra aussi faire une analyse économique de la chaîne, de la filière. Et ça, je vais vous le montrer aussi après. Voilà. Et donc là, en fait, si on fait le deuxième territoire à étudier, donc ça va être le Rovanion, ce que vous voyez en haut, la grande forêt. Donc, vous voyez que globalement, les acteurs, on a Thranduil qui est dans la forêt, il envoie du bois à Thorin pour transformation. Ensuite, après que ça soit passé par Thorin, qui transforme le bois, notamment pour lui, mais aussi pour l'utilisation pour usage et à destination des hobbits, que vous ferez après, donc Merry et Pipin, et ben, il l'exporte ensuite en dehors du territoire. Et on a finalement aussi Azog qui se place par rapport à ça. Donc le deuxième territoire à étudier, c'est le Rovanion. Donc en fait, si on revient sur les attentes des acteurs, donc, on a Sylvebarbe qui, lui, veut du bois certifié, enfin, veut connaître les quantités de bois certifiés et non certifiés sur l'exploitation du bois, parce qu'il se doute bien qu'il y a un petit souci, et surtout connaître l'évolution des prélèvements. Donc, lui, c'est aussi une question de durée, enfin, d'évolution dans le temps des prélèvements. Ensuite, on a Saruman. Bah, lui, il veut surtout savoir les besoins en bois énergie, bois d'œuvre et bois d'industrie, parce qu'il a tendance à un peu prélever sans trop savoir ce qu'il fait. Donc, il aimerait bien aussi planifier son prélèvement sur le long terme. Donc, ça l'intéresse aussi. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour la première région, donc la région du Rohan. Maintenant, on va passer dans la région du Rovanion, où il y a Thranduil, qui, lui, c'est comme Sylvebarbe, je vous ai dit, il est plutôt tendance à vouloir gérer durablement la forêt. Donc, il aimerait aussi savoir ce qui se passe en termes de bois certifié et non certifié. Et il aimerait aussi une estimation de la certitude des chiffres, parce que les elfes, ils sont un peu méfiants. Et donc, il faut connaître la viabilité des chiffres et savoir si ce qu'on dit, c'est vraiment intéressant ou si c'est juste on sort des chiffres un peu de nulle part, du chapeau. Donc, la fiabilité des données, surtout. Ensuite, on a Thorin. Alors, lui, c'est pareil que Saruman, en fait, il a un peu d'industrie à faire tourner, donc il veut surtout savoir les besoins en bois qu'il a. Même si c'est des excellents compteurs, hein, les nains, on va dire qu'ils ne connaissent pas trop ici tout ce qu'ils consomment.
Ensuite, on a Méry et Pipin. Donc, comme je vous l'ai dit, ils habitent à la Comté, qui est un territoire en dehors du Rovanion. Et eux, ils veulent voir les imports de bois d'œuvre à la Comté, donc sous forme de sciage de bois feuillu. Alors, c'est super précis, mais en même temps, le bois feuillu, c'est le seul bois qu'ils peuvent utiliser pour faire leurs pipes et leurs tonneaux de bière. Donc, c'est absolument ce qu'ils veulent. Et donc, voilà. Donc, ils sont très dépendants de ça, parce que sinon, ça enlève beaucoup de convivialité dans la Comté. Et c'est ce qui les intéresse. Et finalement, Azog, donc lui, c'est vraiment la connaissance économique de la filière bois sur le territoire et de savoir où la valeur ajoutée est créée. Voilà, maintenant qu'on a les attentes des acteurs, on peut créer un cahier des charges. Et donc, le cahier des charges, en fait, c'est là. Donc, on a des points généraux. Globalement, on a deux régions, le Rhan et le Rovanion, à créer. Et on a 2 années pour le Rhan pour pouvoir faire un suivi dans le temps, notamment pour les conflits qui opposent un peu Silverbard avec Saruman. Ensuite, on a des points spécifiques de la filière bois, mais donc dans les deux régions et dans toutes les années, d'avoir une distinction bois certifié et bois non certifié. Ça, c'est important surtout pour l'amont de la filière, pour savoir la certification et comment c'est géré ensuite. Et ensuite, on a une distinction bois feuillu, bois résineux. Alors ça, c'est surtout pour ceux qui transforment. Ensuite, on a la connaissance des différentes transformations et consommations sur la filière bois. Ça, c'est simplement la structure, pour savoir où les acteurs sont par rapport à celle-là. Connaître ce qui est exporté du Rovanion, donc ça, en d'autres mots, c'est ce qui est importé à la Comté, en fait, et représenter économiquement la filière. Donc ça, c'est tout ce qu'on devra faire dans ces petites 45-50 minutes qui viennent. Voilà. Alors, j'espère que ça a été clair et que je ne vous ai pas perdu avec tous les noms, et tous les endroits et tous les trucs. Mais donc, on va utiliser notre loupe à meilleur outil pour savoir avec quoi faire la représentation de cette filière. Et forcément, c'est OpenSanké. C'est absolument le meilleur outil qu'on puisse utiliser. Donc, blague à part, maintenant, on va aller sur OpenSanké. Et là, vous le voyez normalement. Partage d'écran déconnecté. Alors non, vous ne le voyez pas. Ouais. Donc, je vais vous repartager parce qu'en fait, je suis passé en mode présentateur à un mode pas présentateur. Et je vais vous repartager mon écran. Alors, écran. Voilà. Alors, bon, déjà, un tour bref de OpenSanké. Vous avez vu déjà qu'il y a des choses qui ont changé dans le bandeau, pour ceux qui ne connaissaient pas avant. J'en parlerai un peu plus tard. On va se concentrer d'abord sur les fonctionnalités vraiment les plus basiques. Donc, on va dérouler le menu. Alors, on a plusieurs choses dedans. Donc, mise en page. Alors, ça a changé beaucoup. Donc, normalement, il y a des personnes qui devaient l'utiliser avant et qui ne reconnaissent plus forcément les mêmes menus. Donc, on a forcément tout ce qui est création de nœuds et de flux. Alors, les nœuds, enfin, c'est pour faire basiquement tous les sankés. Ça, c'est les éléments vraiment basiques. Si on n'a pas de nœud, on n'a pas de flux, on ne peut pas en faire. Ensuite, la mise en page, c'est ce qui va permettre de gérer tout ce qui est ici dans la zone de dessin, les échelles, la grille, qu'on peut choisir d'afficher ou peut-être de ne pas afficher, la taille de la carré de la grille en fonction de la valeur de l'échelle qu'on va prendre. Et tout ça, c'est pour gérer plutôt par après quand on a créé le sanké. Ensuite, on a tout ce qui est étiquette. Alors ça, je vous présenterai plus tard. On va faire par étapes. On va juste faire d'abord des nœuds, des flux, et puis ensuite, on va créer des étiquettes. Et puis, je vais vous montrer aussi à quoi font référence les labels libres qui sont ici. Cet onglet de visualisation aussi qui est assez nouveau, mais qui s'inscrit totalement dans ces histoires qu'on veut raconter avec OpenSanké et que Julien a évoqué plus tôt. Alors, l'idée, c'est de faire les fonctionnalités un peu une par une. Si jamais je perds des gens ou que ce n'est pas clair ce que je dis, vous avez le droit de m'interrompre et de demander. Voilà. Alors, on va commencer par les nœuds. Alors, ça va peut-être être un peu longué au début, mais je vais directement skip des étapes. Vous allez voir, je vais faire pour 1 ou 2 nœuds et après, je vais faire apparaître la filière complète. Et puis, je vais faire comme ça par étapes à chaque fois où je vais pas faire toute la filière devant vos yeux. Je vais juste dire, bon, maintenant, on réitère le nombre de fois nécessaire pour faire la filière. Et comme j'ai plus rien d'autre à montrer, vous verrez directement le résultat. Bon, déjà, les paramètres généraux, c'est ce qui s'applique à tous les nœuds. Ici, quand vous voyez dans le menu à droite. Et ça permet de changer la police pour l'instant. Ensuite, on a les paramètres par défaut. Ça, c'est les paramètres quand on crée un nœud. C'est-à-dire que si là, je crée un nœud, il va avoir les caractères d'être le label en gras, donc en dessous du nœud, en majuscule, et la police 14. Donc là, si je change maintenant et que je veux mettre actuellement en italique et en gras et en police 19, si je recrée un nœud, vous voyez que le label, il a changé et c'est les paramètres par défaut. Par contre, si je change, voilà. Donc ça, c'est les paramètres par défaut, c'est l'initialisation quand vous créez un nœud.
Ensuite, vous voyez quand on crée un nœud, en fait, il apparaît dans la liste. Là, et après, vous pouvez les sélectionner un par un ou tous ensemble et puis les modifier comme vous le souhaitez. Donc, bien sûr, le premier truc à faire quand vous faites un nœud, c'est de changer le nom. Donc là, typiquement, on est sur le bois. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le bois résineux. Ici, le bois feuillu. Et on veut aussi une étape, comme on l'a dit, donc de certification. Donc ça va être nos 3 premiers nœuds. Alors là, vous voyez que comme j'ai changé les paramètres par défaut d'initialisation, mon bois résineux, il a encore la police que je ne voulais pas trop au début. Donc en fait, on peut sélectionner les 3. Là, j'ai fait une unité sélection, donc en contrôle-clic gauche. On pourra rappeler après les différentes commandes qu'on utilise. Et avec ça, je vais pouvoir changer tous en même temps, en fait. Si on regarde les labels ensemble, je peux mettre directement 22 à tous, enlever les majuscules que j'aime pas trop et les mettre de droit, pas en italique. Voilà. Donc ensuite, on a nos 3 nœuds. Donc pour chaque nœud, on peut choisir de changer l'apparence. Donc là, on parle bien du carré qui est gris. Donc on peut le mettre en cercle ou en rectangle. On peut augmenter sa taille. Si on veut plutôt faire du 80 par 80 ou 80 par 20, faire quelque chose de très plat et très long. Ou alors, on peut choisir de changer sa couleur, bien sûr. Alors, changer la couleur, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, il y a le RGB, et en sélectionnant directement dans le spectre. Et après, il y a la pipette, moi, que je trouve très utile parce que si on a plusieurs fois la couleur sur le même diagramme, on peut choisir au pixel près la couleur qu'on veut. Donc là, on pourrait choisir, admettons, le vert du cadre. Et là, c'est vraiment sur toute l'image. Donc voilà, vous avez le vert de l'image. Voilà. Ensuite, pour les labels, en dessous, alors ce que je n'ai pas dit, on peut le rendre visible ou invisible. C'est-à-dire que ça va être important. Après, vous allez voir pour les icônes. Ensuite, pour les labels séparés, on peut faire disparaître les labels ou afficher la valeur du nœud. Alors, la valeur du nœud, là, actuellement, il se trouve que c'est 0 parce qu'il n'y a rien qui rentre dedans. Et il faut faire attention avec ce label donc aussi qui vient des fois rentrer un peu en même temps. Enfin, ils vont se superposer. Donc là, on peut régler tout ce qui est du label. Donc avant, c'est l'apparence du nœud, maintenant, c'est le label. Et puis, vous voyez qu'on peut faire gras, majuscule, italique, changer la police. La coupure des labels, c'est quelque chose quand les noms sont trop longs. Alors là, je vais faire exprès d'écrire quelque chose de long. Et quand on met 110 de coupure, ça veut dire qu'au bout de, je crois que 110 pixels, alors c'est une unité qui n'est pas très utilisable pour l'instant, on travaille à la régler. Mais globalement, si vous voulez que tout s'affiche en une ligne, vous pouvez mettre 500. Et voilà. Et maintenant, le label, il prend toute la taille. Et après, ça dépend comment vous voulez gérer votre diagramme. Donc, c'est quand même assez utile pour faire des représentations assez belles. Moi, je vais juste regarder 120, à peu près ce qu'il y avait au début. Et ensuite, on peut... alors là, je le manipule avec Alt-clic gauche. Je peux le mettre un peu n'importe où à côté de mon nœud. Mais on peut aussi le faire à la main. Dire, moi, j'aimerais bien qu'il soit en haut au milieu. Ou au milieu. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt vu que c'est écrit dessus, mais en bas au milieu. Et puis voilà, de faire des choses comme ça. Ensuite, il y a une chose. Alors ça, c'est totalement nouveau. Alors, je vais juste faire une petite manip avant. Donc, dans mise en page, ce qu'on peut faire, c'est aussi importer des icônes. Alors, il faut avoir déjà les icônes préparées. Alors là, vous voyez que j'ai un dossier qui s'appelle Seigneur des Anneaux icônes qui permet de les importer. Donc, quand je vais dans Nœud, ici dans Icônes, là, j'ai tous les icônes que j'aimerais utiliser et que j'ai importées. Donc là, typiquement, on est sur du bois résineux. Alors, le bois résineux, il doit être quelque part arbre résineux. Voilà. Et donc là, on a une icône qui vient apparaître à l'intérieur. Alors, le mieux, c'est toujours de le mettre en 100% parce que pour l'instant, on a encore des choses qui ne sont pas très bien réglées. Mais voilà. Et donc là, on peut choisir. Vous voyez, je suis allé dans Apparence. J'ai fait disparaître ou apparaître le nœud pour avoir juste l'icône ou aussi le carré rond qui sont autour. Et on peut choisir aussi la couleur de l'icône. Bon, on va plutôt le mettre en vert, c'est un arbre. Et donc, on rappelle que les bois résineux, c'est pour savoir ce qui se passe dans la filière. Voilà. Et après, la dernière chose, c'est une infobulle. Alors ça, c'est juste pour mettre des commentaires sur votre nœud. Donc là, vous pouvez mettre commentaires relatifs à l'exploitation du bois résineux. Là, si vous allez avec Maj clic gauche, que vous faites apparaître, vous voyez qu'il y a... Alors, j'ai relâché le bouton, pardon, malheureusement. Et là, vous voyez bois résineux, commentaire relatif à l'expression de bois résineux. Donc là, c'est si vous voulez mettre des commentaires et que les gens puissent les afficher en direct, donc avec une commande. Alors ça existait déjà avant. C'est tout ce que je vais vous montrer, mis à part les icônes qui ont beaucoup évolué. C'était globalement avant. Ensuite, maintenant, on va pas. Donc là, c'est tout ce qu'on peut faire globalement avec un nœud. Alors, c'est déjà pas mal.
Et maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire avec un flux. Alors, pareil pour les flux, on peut choisir la police qu'on va utiliser pour le flux. Là, on va décider de rajouter ou d'enlever un flux. Donc, on va rajouter un flux et par défaut, il va se mettre sur le premier nœud que vous avez créé et il va le relier au deuxième nœud. Alors, ça, c'est tout le temps comme ça. Par contre, vous pouvez changer sa source et sa cible juste après. Donc, en fait, si le bois résineux, il ne va pas au bois feuillu, parce qu'en fait, physiquement, ça n'a aucun sens, ça. Le bois résineux, il va à la certification. Et on peut aussi recréer un deuxième flux, pardon, et dire qu'il va en fait du bois feuillu, qui a aussi lui besoin d'être certifié. Et vous voyez, on a donc deux flux maintenant entre les bois résineux, le bois feuillu et la certification. Alors, ces flux, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, c'est un peu pareil que pour les nœuds. Donc, on a l'apparence, le label et l'infobulle. Par contre, on a quelque chose en plus, c'est la donnée, c'est-à-dire la valeur qu'il va prendre. Donc là, on est sur une valeur de 10 parce que c'est la valeur par défaut. Mais on peut très bien mettre 58. Le problème, c'est 58, c'est un peu trop énorme. Donc, il ne va pas l'afficher. On va plutôt mettre 20. Voilà. Donc là, on voit qu'on a le double. C'est la représentation par 100 clés. Hein, la quantité est proportionnelle à la largeur du flux qu'on transporte. On peut aussi choisir dans affichage en dessous. Si on écrit des fautes, ça va écrire le chiffre. Mais on peut très bien ne pas vouloir le faire sur une présentation. On peut dire ce que c'est. Donc là, transport ou certification du bois résineux. On peut écrire. Vous voyez que ça vient directement modifier. Il ne faut pas faire trop long non plus. C'est ce que j'ai fait. Et typiquement, on voit la certification. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. On va remettre par default, comme ça on aura le chiffre. Voilà. Ensuite, l'apparence, c'est à peu près pareil en fait, hein, que ce que je vous ai montré après avant avec les nœuds. On a essayé de faire que ça colle pareil. On peut faire des couleurs. Le gradient, je vais vous montrer plus tard ce que c'est. La position du centre, on peut la faire évoluer. Donc là, vous voyez que c'est centré. La courbe ici, la cassure. On peut très bien la mettre à 0,8 et qu'elle soit plus loin. Ou 0,2 et qu'elle soit plus proche. Alors là. Voilà, donc la coupure est au début. L'écart entre poignées, on peut le gérer aussi soit à la main, soit ici. Donc là, c'est 0,1, mais en fait, on peut l'utiliser comme ça. Hein. Ensuite, les flèches, on peut choisir que ça soit une flèche ou pas. La courbure, on peut choisir, vous voyez, les angles, soit on les biseaute, soit on les met bien carrés. Donc, courbés ou pas. On peut faire des flux de recyclage. Alors là, vous voyez qu'en fait, il va repasser par derrière et il va rentrer de l'autre côté. Alors, vous allez voir après, on va l'utiliser pour montrer quelque chose sur la filière du bois. Et puis la courbure, ensuite, on peut décider aussi des degrés de courbure. Hein. Là, c'est une courbure qui est imposée, mais en fait, l'utilisateur est totalement libre de faire des courbures qui sont plus ou moins élastiques et faire des plats de spaghettis plus conséquents ou moins conséquents. Voilà. Et après, tout ça, là en bas, horizon, horizon, verte, 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 horizon, horizon, verte, ça décrit la sortie du flux par rapport à l'entrée, la position du flux par rapport au premier nœud et au deuxième nœud. Donc, horizon, horizon, ça veut dire qu'il sort à l'horizontale du premier nœud et il rentre à l'horizontale dans le deuxième nœud. Verte, horizon, ça veut dire qu'il sort à la verticale du premier nœud et qu'il va rentrer à l'horizontale. Là, je vais vous montrer, ça fait ça. Donc là, il sort bien à la verticale et il rentre à l'horizontale. Et on peut faire l'inverse. Hein. Il sort à l'horizontale et il rentre à la verticale. Voilà, donc ça, c'est vu de la gestion pour de la mise en page. Alors, j'ai vu qu'il y avait des choses dans la discussion. Je ne sais pas si c'est des questions. Je réponds. OK. Ensuite, le label. Alors, le label pour les flux est un peu différent que le label pour les nœuds. Parce qu'en fait, il y a certaines couleurs, typiquement quand on les affiche. Alors là, dans le rouge, ça marche plutôt bien. Et si je vous mets un bon gris, c'est très difficile de voir le vin. Donc, en fait, on va pouvoir le mettre en blanc. Donc, ça, c'est quand même assez utile de pouvoir le mettre soit en noir, soit en blanc, ou alors carrément en couleur. Et là, il prend la couleur du flux. Alors, à l'intérieur, ça n'a pas trop d'intérêt, mais quand on le sort, donc si on le met dessus, vous voyez qu'il va pouvoir s'afficher au-dessus du flux. Ça, c'est plutôt sympathique. Des fois, pour des petits flux, pour avoir la valeur à côté. Alors là, c'est un gros flux. Ensuite, on peut choisir de l'afficher ou pas de l'afficher. On peut choisir de le détacher du flux et de le mettre un peu où on veut, en fait. Ça, c'est sympathique aussi quand des fois le logiciel ne fait pas forcément la chose qu'on veut, on peut décaler la valeur à la main. Alors là, j'appuie sur Alt, typiquement. Et puis voilà. Et puis après, il y a l'infobulle encore, information sur le transfert, information sur la certification. Et pareil qu'avant, on peut tout à fait l'afficher en passant dessus. Et vous voyez que de base, dans les flux, il y a les valeurs aussi. Alors de base, dans les nœuds, il y a aussi les valeurs en fait. Vous ne l'avez pas vu avant, mais c'est juste parce qu'il n'y avait pas de flux.
là, vous voyez qu'en fait, en entrée, on a le bois résineux à hauteur de 20, donc 67% de l'entrée, et le bois feuillu à hauteur de 10, donc 33% de l'entrée. Et après, si je mets des sorties, c'est pareil, hein, il y aura des sorties. Voilà. Et donc, en faisant ça pour de nombreux nœuds et, et toute une filière, on peut tout à fait avoir un premier flux qui fait ça. Et donc là, en fait, on a un peu la structure et notamment les quantités qui sont dans la filière bois pour la région du Rohan. Parce que c'est celle que j'ai fait en premier, c'est tout. Il n'y a pas forcément de raison particulière. Alors là, on voit tout à gauche qu'on a des étapes bois résineux, bois feuillu. Donc c'est juste le type de bois qu'on exporte, qu'on utilise, pardon, qu'on va prélever des forêts. Voilà. Ensuite, on a la certification du bois. Donc vous voyez qu'il y a des flux qui vont être certifiés. Donc le bois feuillu, il est complètement certifié tout le temps. On ne peut pas avoir de bois feuillu sans certification. Alors c'est par simplification. Et ensuite, on a le bois résineux qui peut être soit certifié, soit non certifié. Donc là, on voit les quantités. Donc ça, c'est ce que les acteurs typiquement voulaient savoir notamment. Ensuite, on a une table de transport pour amener donc de la forêt, où là, on a une certification, aux entreprises qui exploitent le bois, et notamment au secteur de l'énergie, au secteur de l'industrie ou aux scieries pour transformation. Alors bien sûr, il y a des attaques de convois. Entre-temps, il y a des orques qui viennent prélever. Ça représente les pertes en fait dans le monde réel, de ce qu'on a au fur et à mesure de la chaîne de transport et de logistique, notamment dans le domaine des céréales ou des choses comme ça. Mais là, c'est des orques, voilà, ils viennent ils tapent les cargaisons. Ensuite, on a tout ce qui est scierie. Il y a plusieurs produits. Vous voyez qu'en fait, ce qui va à la scierie, c'est du bois d'œuvre. Et qu'ensuite, on peut le transformer donc, soit en sciage, soit en traverse pour les rails. Ensuite, il nous reste tous les connexes avec lesquels on va faire des granulés. Et avec ces granulés, on va aller au secteur de l'énergie. En fait, on va les remettre dans le secteur de l'énergie. Alors là, vous voyez que ça manque, en fait. Donc, on va juste le rajouter. C'est fait exprès, bien sûr. Donc, on part du connexe. On va ensuite au secteur de l'énergie. L'idée, c'est de faire un gradient. Et normalement, ah non, il manque juste encore une chose, c'est de le mettre en apparence recyclé. Et donc là, vous voyez qu'il a directement fait le retour. On peut le remettre au-dessus. Il y a une chose aussi qu'on peut faire, c'est qu'on peut réorganiser les flux qui sortent ou qui rentrent. Donc là, en fait, j'aimerais le mettre au-dessus. Je trouve ça plus esthétique. Et donc, je le fais passer au-dessus. Il y a une chose qui manque aussi, c'est qu'il n'est pas courbe, comme tous les autres flux. Donc, on va le faire aussi. Hop. Et voilà. Et logiquement, on a quelque chose de très correct. On a suivi. Et avec le gradient, vous voyez, il commence rouge et il finit jaune. Et comme ça, on peut faire des démarcations sur le graphique, que ce soit horizontal ou vertical, avec des zones qui vont être d'une couleur plutôt et qui vont toutes se changer en cette couleur pour mettre des dimensions supplémentaires à la chose. Donc, on pourrait imaginer que tout ce qui aille dans l'énergie finisse jaune. Et ça peut être intéressant pour la représentation. Là, typiquement, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et bon, tout ce qui va dans l'énergie, ça ne représente qu'un flux parce que c'est une chaîne qui est finalement assez simple. Il y a une chose aussi qui est nouvelle, c'est la notion de plan. Alors ça, c'est un peu comme sur Word. Vous pouvez mettre des choses devant ou derrière en fonction de ce que vous voulez mettre au premier plan ou à l'arrière-plan. Là, vous voyez que les attaques de convent, en fait, elles passent derrière tous les flux. Vous voyez que le flux bleu, là, qui commence au début, passe tout derrière. Et en fait, ça, je peux vous le montrer aussi avec le secteur de l'énergie, ce sera plus clair. En fait, vous voyez que là, il est derrière typiquement les flux qui vont au bois d'œuvre et les flux qui vont à la série. Alors qu'en fait, c'est par ordre de construction. C'est assez simple. C'est comme sur Word ou PowerPoint. Et si on veut le mettre au premier plan ou le monter tout simplement de plan, on peut faire ça. Là, vous voyez qu'il y a un onglet déplacement Z-index flux. Alors, le nom n'est pas très clair, mais en fait, c'est cette notion de plan. Et on peut le faire avancer ou reculer. Et vous voyez que là, il passe devant et puis il passe derrière. Et là, on peut tout à fait faire des diagrammes en 3D. Enfin, en 3D assez relatif, en fait. C'est une 2D un peu étendue. Mais qui permettent encore de faire des autres imbrications de flux et que ça soit un peu plus propre quand ça se croise. Et de choisir quel flux on met en prépondérance. Parce que typiquement, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sanké de négawatts sur l'énergie, où il y a le secteur nucléaire et on voit toutes les pertes thermiques en fait liées à l'utilisation. Les pertes, on a plutôt envie de les mettre en arrière-fond parce que ce n'est pas super important et c'est un super gros flux. Et donc, ça venait un peu de là, cette idée que les gros flux ne viennent pas cacher tous ceux qui sont en dessous.
et que les petits flux donc, qui sont peut-être presque aussi insignifiants, on les met aussi derrière finalement. Enfin, tout ce qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, on le met derrière. Mais ça, c'est l'utilisation qu'on en fait pour les analyses de flux de matière ou d'énergie. Mais ça peut complètement être différent sur des options beaucoup plus esthétiques. Ensuite, donc il y a une notion de zoom dézoom aussi. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais ça marche d'une certaine façon maintenant. Il y a le redimensionnement des barres. Avant, ce qui n'était pas clair non plus, c'est qu'il n'y avait pas de zone de dessin. Là, les barres vertes pour vous dire où vous pouvez dessiner, c'est nouveau. Cette notion de zoom dézoom, elle est assez importante aussi. Pourquoi? Parce que vous allez en avoir besoin. Typiquement, il y a une nouvelle façon d'utiliser les nœuds. Si je le prends et que je le drague, vous voyez que ça étend directement la zone de dessin. Et ça, c'est super important pour manipuler le sanké. Enfin, c'est une simplification monstrueuse parce qu'avant, on devait à chaque fois redimensionner. Et là, on a juste besoin de pousser à chaque fois nos icônes et ça va l'agrandir. Donc, c'est pour ça que le zoom des zooms, c'est pas mal. C'est pour pouvoir après naviguer dans ce grand sanké finalement quand on repousse les limites. Voilà. Et après, quand on est zoomé et qu'on est un peu perdu, bon, bah, il faut le remettre à l'échelle du début. On a un réajusté cadre qui est ici en permanence pour pouvoir faire revenir à l'échelle, la meilleure échelle pour pouvoir mettre tout le diagramme dedans. Donc, qui inclut tous les nœuds et tout ce qu'on a dessiné. Voilà. Et après, vous voyez que là, en fait, on peut afficher tous les tooltips. Alors là, j'ai mis des tooltips sur tous les nœuds. Vous pouvez regarder, en fait. Et on voit notamment les certifications de bois, quel type de bois on a et quelle certification dans chaque flux. Ce qui permet de donner des informations supplémentaires encore sur chaque flux, finalement. Voilà. Maintenant, je vais montrer quelque chose de nouveau. C'est les labels libres. Alors, les labels libres, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que les labels, normalement, c'est les noms. Et bien là, c'est quelque chose qui va avoir un nom. Donc là, vous voyez, il est créé ici, en fait, en haut à droite, là. Il est tout petit et il a un nom un peu à rallonge. Mais en fait, ça permet de donner des informations supplémentaires. Donc, on va juste l'appeler informations supplémentaires de façon assez idiote. Et c'est pour faire des choses typiquement qu'on devrait faire avec PowerPoint. Pardon. Donc là, c'est donner l'option aux personnes de pimper directement les diagrammes. Donc entourer des choses, faire apparaître des carrés ou des choses pour entourer, avoir c'est vraiment dynamique. Donc là, on veut, il ne faut pas être trop non plus, donc on va mettre 50. Et on va jouer sur la largeur et la hauteur pour avoir un carré qui englobe quelque chose. Donc admettons qu'on va donner des informations supplémentaires sur la filière, sur le bois en amont, et ben là, on pourrait typiquement mettre des informations, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être des informations techniques, ça peut être des informations d'acteurs, ça peut être juste mettre les différentes étapes dans des boîtes comme ça, on représente bien cet aspect de différentes étapes sur la filière. Et vous voyez qu'on peut un peu jouer avec, hein. On peut jouer sur les couleurs toujours. Là, si vous regardez, c'est la couleur de la bordure. Et ici, vous avez... Ah, pardon, je n'ai pas sélectionné, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Là, la couleur de la bordure, on peut la changer. Donc là, je la mets en rouge. Et on peut faire un fond transparent si on veut afficher des choses en premier plan, en arrière-plan. Donc là, c'est pareil, vous pouvez monter, hein, au premier plan. Vous pouvez le mettre tout derrière. Et vous pouvez mettre des fonds aussi de couleurs. Alors là, c'est peut-être un peu moins conseillé au début. Ça fait des choses... Enfin, voilà. Mais toujours est-il qu'il y a la possibilité, s'il y a des idées, des bonnes idées avec ça, pour pouvoir jouer avec. Voilà, donc maintenant, je vais montrer plusieurs possibilités d'utiliser ça, que moi, j'ai trouvé personnellement, mais encore une fois, c'est comme Julien dit, nous, on l'utilise d'une certaine façon, mais parce qu'on est très, très biaisé par notre vue filière. Il y a probablement beaucoup d'autres utilisations qui sont beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus intéressantes, mais pour l'instant, il y a ça. Enfin, nous, on l'utilise comme ça. Alors là, vous voyez que j'ai fait juste une chose assez simple. En fait, j'ai dit, bon, bah, au début, on a le prélèvement du bois, c'est tout ce qui se passe à gauche. On a la certification du bois ensuite, comme étape. Ensuite, on a l'étape de transport. Alors là, j'aurais pu mettre quelque chose de plan que je ne l'ai pas fait. Ensuite, on a l'étape de transformation du bois et ensuite, on a les produits de la série. Donc là, c'est pour simplifier un peu la lecture du santé, qu'on pourrait faire à un moment, juste pendant une présentation. Bon, voilà, je vais juste vous expliquer comment elle est construite la filière. Comme ça, c'est plus simple de compréhension. On n'a pas besoin de faire tous les nœuds, tous les flux. Et voilà. Une autre façon de le faire, ça serait aussi une autre façon de les utiliser, hein. Je me suis dit que ça pourrait être de montrer les acteurs en fait, au fur et à mesure de la filière. Donc au début, on a gestion forestière de Sylvain Barbe & Co. Donc Sylvain Barbe, si vous vous souvenez bien, c'est celui qui gère la forêt, donc l'ENT, et c'est son petit logo d'entreprise. Ensuite, on a le bois non certifié, bois résineux certifié, bois feuillu certifié. Alors ça,
Ça, c'est quelque chose de l'État et c'est. Ah bah non, j'ai mis une entreprise aussi. Bon, voilà. Et c'est Tolkien Certification Company. Et puis là, vous voyez, vous pouvez mettre des logos aussi, les insérer. Et ensuite, on a Gondor Logistique. Donc, la logistique, c'est une entreprise qui est implantée sur un territoire. Et on a les industries de Saruman à droite. Et donc là, vous voyez quels acteurs gèrent quelle partie de la filière. Voilà. Donc ça, c'est une façon d'utiliser les labels libres, mais on peut en imaginer plusieurs autres. Et le but, c'est aussi de les enrichir au fur et à mesure, de pouvoir faire de plus en plus de choses pour que cet outil devienne de plus en plus autonome. Donc laisser le plus de possibilités possibles. Ensuite, on va passer à quelque chose. Là, ce qui manque pour l'instant aussi, c'est cette notion de faire évoluer dans le temps. Donc on aimerait bien, là on a une représentation qui est pour une année, et on aimerait bien le faire pour une représentation pour une année un peu plus tard. Donc là, c'est là où on commence à introduire les notions d'étiquette. Quand on veut changer d'année les choses, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer les données, c'est une étiquette de données. Donc on va devoir créer dans l'étiquette de données une étiquette de données. Et alors son nom, comme c'est des années qu'on veut faire l'évolution, on va l'appeler tout simplement année. Et vous voyez qu'elle apparaît directement là. Et ça sera pour après sélectionner ce qu'on veut afficher. Donc on pourrait mettre une première année qui s'appelle l'année l'an 0. De l'an 0. On pourrait mettre l'an 5, admettons, que c'est un zone. Alors ça, c'est totalement faux dans la c'est Chipotter qui en parler. Mais voilà, et donc maintenant, on va pouvoir sélectionner les deux. Sauf qu'en fait, on a juste créé les étiquettes. Donc là, c'est complètement transparent de choisir l'une ou l'autre. C'est exactement pareil. Donc il faudra réaffecter les données de tous les flux en fonction de l'année. Donc là, on va prendre un flux, pardon. Et le flux, on va prendre typiquement bois résineux vers bois résineux certifié. Donc celui-ci là. Alors ce flux-là, en fait, l'an 0, on sait qu'il vaut 45. Alors, c'est pas bon. Alors pour ces paramètres. Bois résineux certifié. Bon, alors 45 affiché 60. Ah voilà, 60. Donc voilà, pardon. Il vaut 60 dans l'an 0. Et ensuite, quand je vais dans l'an 5, là, je change l'année et je vais pouvoir changer la valeur. Donc, admettons qu'il y ait moins de bois résineux qui soient certifiés. Comme on l'a dit, Saruman, il a plutôt tendance à de moins en moins certifier son bois et de plus en plus prendre du résineux non certifié. Donc, on va baisser la valeur, on va passer de 60 à 40. Alors, ça, c'est les données qui le disent, hein, c'est pas moi qui le sors du chapeau, bien sûr. Et on va faire pareil pour le bois non certifié. Le bois non certifié, c'est la logique inverse. Hein. Donc, il va avoir tendance à décertifier et à utiliser plus. Donc là, vous voyez, ça n'a rien changé. C'est parce qu'on affiche toujours l'année 0. Par contre, si on passe en année 5, vous voyez que là, les quantités se sont inversées. Donc, on a beaucoup plus de bois non certifié que de bois résineux certifié. Et donc, ça, logiquement, on colle aux données, en fait. On peut faire une évolution par année. Alors là, je vais vous éviter de le faire pour chaque nœud, parce que ça va prendre peut-être un peu de temps. Et le mieux, c'est de le faire à partir du fichier Excel. Ça, hein. Typiquement, ça marche beaucoup, beaucoup mieux que de le faire à la main sur chaque nœud. Mais c'est une possibilité qui est donnée aussi. Voilà, donc là, je vais juste clear et je vais l'ouvrir. Fini, en fait, comme ça vous prémâche le travail. Et là, l'étiquette de données, vous voyez. Alors là, hop, on est dans le row 1. Et alors, bon, bah, ce n'était pas l'an 0, j'avais eu 2022 après Aragorn, comme on change d'idée au fur et à mesure. Je vais juste enlever ça. Alors là, je fais juste 2-3 manips, c'est pour gérer 2-3 problèmes. Hop. Voilà. Donc là, on revient normalement sur le diagramme qu'on avait à peu près avant. C'est ça, c'est le diagramme qu'on avait avant. Et donc là, vous voyez qu'on a l'année 2022. Et on peut passer à l'année 2025. Et vous voyez que toute l'évolution du flux et de la filière est prise en compte. Donc là, vous voyez qu'on a bien effectivement beaucoup plus de bois non certifiés, que les besoins de l'industrie ont augmenté et que c'est en majorité dû à Saruman, en fait, qui est au bout de la filière et qui augmente son exploitation. Voilà. Ça, c'est pour cette notion de période. Et les étiquettes de données, comme je vous ai dit, on peut aussi les utiliser, par contre, pour les coupler aux régions. Donc ça, c'est très intéressant parce que nous, on devait faire 2 régions. On devait faire le Rohan et le Rovanion. Et on peut directement aller dans le Rovanion et voir la structure de cette filière qui est totalement différente.
Et vous voyez ici, en fait, que dans la filière du Rovanion, bon, alors déjà, c'est les elfes de la forêt noire qui gèrent le bois au début. C'est toujours la Tolkien Certification Company et Gondor aussi qui font le milieu. Ensuite, c'est les maîtres forgerons nains qui s'occupent de toute la transformation, que ce soit pour eux, donc c'est-à-dire pour les forges en connexe ou pour les traverses pour les rails. D'ailleurs, les quantités ont augmenté, si vous avez fait attention. Et pour les sciages, qui sont tous envoyés vers la comté. Et c'est du sciage de bois feuillu, normalement, entièrement. Bon, bah là, typiquement, Adong Investing Fund, il veut se mettre plutôt sur cette partie-là parce qu'il sent bien que cet export-là, il y a de l'argent à se faire, notamment sur la transformation qui apporte beaucoup d'argent et enfin beaucoup de plus-value. Pardon. Et voilà, donc on a ces filtrages par région qu'on peut faire assez facilement. Donc vous voyez qu'on peut passer de l'une à l'autre, comme j'ai fait, et puis avoir des structures de filières différentes, donc pouvoir comparer typiquement des régions en France sur la production de blé, sur la production de n'importe quel type de commodité, et avoir toute cette vue par filière. Donc notamment par année, donc l'évolution au fur et à mesure du temps dans la même région, le multirégional et toutes ces choses-là. Ensuite, je vais parler comment faire la filière économique. Alors nous, on le présente d'une façon. En fait, quand on transforme une matière, on l'envoie de l'amont, c'est-à-dire donc sa forme de matière première, à l'aval après l'avoir transformée. Donc l'amont, c'est à gauche sur le diagramme de Sankey. L'aval, c'est à droite. Et en fait, il y a une façon de faire dans OpenSankey qui est très simple pour inverser tous les flux. On prend ici, on va dans l'onglet flux, on prend tout sélectionné. Donc là, on a absolument tous les flux. Et on peut tous les inverser. Donc vous voyez que maintenant, en fait, ils partent de la droite et ils remontent à gauche. Vous voyez les flèches qui ont changé de sens. Et ça permet ensuite de changer les valeurs pour faire des valeurs économiques. Alors pour l'instant, c'est quelque chose d'assez que moi je fais en sauvegardant le diagramme à la base. Ensuite, j'enlève tout ce qu'il ne faut pas pour faire le diagramme économique et je change les valeurs. Donc là, typiquement, 2022 Rovanion. Donc 2022 Rovanion. La valeur de matière première, c'est 72. Admettons qu'il faille diviser par 30 pour avoir la valeur économique. Ça va donner quelque chose comme 2, je sais pas, 2. Et puis ça, c'est pareil, on peut le faire pour tous les flux, après les avoir inversés. Donc en fait, on garde la structure, mais on va changer toutes les données parce que forcément, on passe de données qui est en tangible en matière première, donc c'est probablement en ster, en mètres cubes ou en tonnes pour le bois, mais qui vont passer en fait en dollars, en euros, en yens, enfin, tout ce qu'on imagine comme monnaie. Et donc après avoir fait ça, en fait, donc là on est toujours, c'est Azog qui demande ça, donc c'est dans la filière de Rovanion, si vous vous rappelez bien. Et donc j'ai fait aussi toute la filière bois économie. Et ça donne ça. Donc en fait, on voit qu'il y a cette sorte d'escalier dans les largeurs de flux. Donc on a le bois feuillu et le bois résineux au début, ça ne vaut pas grand-chose. Ensuite, la certification, ça rajoute de la valeur, forcément. C'est les gens qui payent la certification. Ensuite, pour le transport, ça fait augmenter encore un peu la valeur. Et le bois d'œuvre, vous voyez que la transformation à la scierie fait vraiment beaucoup augmenter la valeur économique des matières premières. Et donc, on voit que la scierie, en fait, c'est vraiment un boulot de valeur économique très importante. Donc, c'est pour. Et voilà. Et généralement, c'est un peu ça, hein, c'est cette notion d'escalier au fur et à mesure de la chaîne. Et les transformations les plus finales apportent beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, on peut très facilement le représenter avec un Sankey comme ça. Après, bon, bien sûr, il faut probablement 2-3 explications pour expliquer ce que ça veut dire. Et puis voilà, en fait, moi, je l'ai lu à l'inverse. Hein. Je suis parti du début pour dire l'augmentation de valeur, mais en fait, on peut très bien voir ça comme tout à droite, on prend la comté, donc les hobbits qui sont dedans, qui payent 12,5, admettons, milliers d'euros pour avoir leur bois feuillu, qui provient des sciages. Les traverses pour les rails, ça vaut à peu près 4,86 milliers d'euros pour avoir ces traverses des nains. Et voilà. Et alors, c'est des ratios qui sont à peu près réels. Hein. C'est pas que de la fantaisie, là, pour le coup, ce que j'ai mis sur le diagramme. Pour le bois, c'est un peu ça dans l'idée. Il y en a 2-3 où j'ai triché, mais la globalité, c'est quand même globalement ça. Et ensuite, bon, on arrive vers la fin sans y aller trop vite non plus. Il y a un dernier fichier que je dois
que je dois montrer, et que je n'ai pas encore montré, c'est les agrégations. Alors, typiquement, si on reprend la filière, on regarde juste. Alors, elle est un peu épurée, mais dans l'idée, ici, là, dans tout ce que vous pouvez afficher, si vous créez des niveaux de détail, c'est super intéressant pour voir, pour mapper les différents flux, où ils vont. Donc, nous, ce qu'on aimerait suivre au fur et à mesure du temps, c'est le bois résineux certifié, le bois feuillu certifié et le bois non certifié. Et donc, on peut avoir des niveaux d'agrégation différents. Alors ça, pour l'instant, c'est faisable uniquement à partir des fichiers Excel. C'est pour ça que je ne vous montre pas la manipulation, comment le faire, bien que Julien pourra peut-être le faire après. Je fais un petit point sur ça. Ouais. Il fera un petit point. Et du coup, je vous montre juste le résultat de ce qu'on peut attendre. Donc, vous voyez que là, tout est agrégé, le bois résineux certifié, une fois qu'il passe là, on ne sait plus vraiment où il est dans ces quatre. Donc, l'idée, c'est de faire des niveaux de détail différents. Donc là, vous voyez que le bois résineux certifié, il va passer ici. On saura qu'en fait, là, secteur de l'énergie certifié. Ah oui, donc la distinction, c'est certifié et non certifié. Donc tout ce qui est en bas, ça va dans le certifié. Tout ce qui est en haut, ça va dans le non certifié. Donc vous voyez ici qu'on a le transport non certifié. Donc tout ce bois non certifié qui est transporté vers le secteur de l'industrie non certifié, qui était auparavant avant, et ben, il est explosé en deux flux. Donc le secteur de l'industrie non certifié, le secteur de l'industrie certifié. Donc là, on parle bien du bois qui est certifié. Et en haut, on a le secteur de l'énergie non certifié. Et en bas, le secteur de l'énergie certifié. Donc, on voit que notre bois non certifié va majoritairement dans l'énergie, pour brûler, et majoritairement dans l'industrie. Par contre, on voit que la scierie, au contraire, elle est tout le temps certifiée. Donc, le bois d'œuvre, il n'a pas de problème de certification. Et là, on peut faire des choses assez sympathiques, dynamiques, avec l'outil OpenSanké. On va pouvoir agréger ou désagréger en fonction de ce qu'on veut montrer. Alors, je crois que c'est ça raccourci. Voilà. Et là, en fait, j'ai fait Alt, clic droit. Et vous voyez que le transport non certifié, et donc là, le flux non certifié, il va au secteur de l'industrie qui vient de réapparaître. On peut faire pareil avec le secteur de l'énergie. Là, si je vais cliquer sur un des deux flux, n'importe lequel, avec une combinaison de commandes, en fait, donc Alt, clic droit, pardon, ça va les réagréger et ça va refaire le secteur de l'énergie. Sauf que maintenant, on a les distinctions de transport-transport. On peut aussi agréger le transport. Hein. Et en fait, là, on revient au diagramme de base. Il n'y a rien qui a changé. Par contre, en faisant ces niveaux d'agrégation, on peut tout à fait les splits et réouvrir à chaque fois les flux qu'on vient de fermer. Alors, juste un petit souci, c'est quoi le... Voilà. Et donc là, je viens de réouvrir avec Alt-clic cette fois-ci. Et donc voilà, vous pouvez les scinder ou les ouvrir en fonction de ce que vous voulez mettre en valeur. Si c'est plutôt le transport qui vous intéresse, il y a intérêt à fermer cela-là. Et si c'est plutôt le transport qui ne vous intéresse pas, il y a plutôt intérêt à ouvrir cela et à montrer où il va en fait. Donc là, le secteur de l'industrie non certifié est certifié, et là, le secteur de l'énergie certifié et non certifié. Voilà, donc ça, c'est pour montrer les agrégations. Alors là, il n'y a que deux niveaux, hein. Donc certifié et non certifié, mais on peut imaginer plein de niveaux. Julien vous le montrera probablement après sur les 100 que nous on a fait. Et puis voilà. Donc là, c'est dans le niveau de détail qu'on peut activer choisir d'activer ou pas dans Option avancée. Donc ça, c'est pour l'agrégation. Et ensuite, on peut aussi faire des filtres, notamment sur ces agrégations. Tiens, je vais le réouvrir pour vous montrer. Voilà. Je refresh la page. Okay. Alors, mon ordi n'est pas le plus rapide. Alors voilà, là on réagit de nouveau. Ensuite, quand on ouvre ça, typiquement, je vais tout désagréger. Hein. Hop, on va mettre le niveau de détail. On va tout désagréger. Et ensuite, ce que je ne vous ai pas montré, mais on peut aussi mettre des étiquettes de nœuds et de flux. Alors, les étiquettes de nœuds, elles servent à montrer quels produits sont où dans notre cas. Donc, typiquement, on peut montrer la certification du bois. Et on a mis deux couleurs, une pour le bois certifié et une pour le bois non certifié. Et donc, ça serait comme les étiquettes de nœuds. Hein. Je ne vais pas forcément faire toute la démo, mais étiquettes de nœuds, on crée un truc qui s'appelle certification du bois. On met le bois certifié, le bois non certifié, on met deux couleurs différentes. Et puis après, dans chaque nœud, donc là, on est dans l'étiquette de nœud, hein, on va lui dire dans les étiquettes, typiquement, le transport non certifié, c'est du bois non certifié.
Et on peut faire ça pour tout. Et puis après, avec la palette de couleurs, on peut afficher cette différence-là. Et donc, on va avoir tous les nœuds rouges, c'est du bois non certifié. Et tous les nœuds verts, c'est du bois certifié. Alors lui, il bazarde un peu. Il aurait dû être en haut. Mais ça, c'est juste parce que nous, on a mal fait sur le fichier Excel. C'est pas grave. Donc voilà, donc tout ce qui est en bas, c'est en vert. Et tout ce qui est en haut, c'est rouge. On peut aussi choisir. Donc là, c'est à chaque fois qu'on crée un nœud, enfin, pardon, une étiquette de nœud, il y a deux façons d'utiliser. Soit par palette de couleurs. On décide d'afficher des couleurs différentes. Donc là, vous voyez que c'est par truc. Ou alors, on peut carrément effacer. Donc là, c'est la certification du bois. On peut dire, je veux que voir où va le bois non certifié. Et tout le reste disparaît. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment que le bois résineux qui n'est pas certifié. Et où est-ce qu'il va? Au contraire, on peut dire, bah, moi, j'aimerais afficher que le bois certifié. Donc là, on n'a que la filière du bois certifié. Et on ne sait pas ce qui se passe avec le bois non certifié. Donc ça peut être utile pour faire différentes vues, montrer différentes choses. Sur des diagrammes qui sont vraiment très compliqués, ça peut simplifier grandement les choses de pouvoir filtrer par choses comme ça. Voilà. Alors ça, c'est pour les étiquettes de nœuds. Et après, vous vous souvenez, normalement, j'ai répondu à peu près à tout le cahier des charges. Hein. Non. Il manque juste une chose encore, c'est Tranduil, alors l'ELF, qui voulait avoir une estimation de la fiabilité. Parce que là, en fait, on affiche plein de chiffres, c'est très bien, mais on ne sait absolument pas si c'est fiable ou pas. Et alors, pour ça, on peut créer une étiquette de flux. Alors, les étiquettes de flux, elles portent sur les données et donnent des informations sur les données. Elles ne vont pas changer la donnée, mais elles vont donner des informations sur la donnée. Donc là, typiquement, on peut créer une étiquette de flux qui serait la fiabilité des données, donc inférieure pour quelque chose de très fiable à 5% d'erreur, fiable inférieur à 10% d'erreur. Une donnée un peu moyenne, ça serait inférieur à 20% d'erreur, et une donnée mauvaise, c'est tout ce qui est au-dessus de 20%, c'est assez incertain. En fait. Et donc, en faisant un peu comme avant dans les flux, et en mettant toutes ces informations sur tous les flux, donc transporteur de convoi, on va dans étiquette de nouveau, et puis on peut dire si c'est une donnée qui est plutôt fiable ou quoi. Bon, bah là, on estime que les attaques de convoi, quand même, on sait assez bien quand on se fait attaquer, et c'est plutôt fiable comme donnée. Et une fois qu'on a tout attribué, on peut très bien, comme pour les nœuds, faire afficher les palettes de couleurs qui sont liées à ces flux. Donc là, on va aller dans fiabilité de la source. Et là, vous voyez que tous les flux changent de couleur. Et en fait, c'est la fiabilité des données. Rouge, c'est pas bon du tout. C'est supérieur à 20% d'incertitude. Le orange, c'est moyen. Et le vert clair, c'est plutôt fiable. Et le vert foncé, c'est très, très fiable. Là, c'est un organisme dans lequel on croit. Ça, c'est sur Internet, sur les études qu'on fait, c'est très, très marquant. Il y a des données où il y a une grosse fiabilité. C'est des organismes nationaux qui le font vraiment très bien, le reporting. Et puis des fois, on a aussi des organismes nationaux où eux-mêmes disent que leurs données ne sont pas très consolidées et qu'il y a des flous, des grosses incertitudes parce que, à cause du secret statistique ou des choses comme ça. Donc là, on est obligé de mettre des incertitudes assez grandes et c'est ce que ça représente. Et là, on peut aussi coupler ça forcément avec les étiquettes de données. On peut changer d'année et ça garde quand même ses fiabilités, tout ça. Et alors, comme je vous l'ai dit avant, on peut faire soit par couleur, donc donner une dimension de couleur vraiment pour voir tous ces flux, à quel point ils sont certains ou pas, et où on peut choisir de montrer que les données très fiables, pour montrer à quel point les données sont assez fragiles. Donc là, on voit que ce qui est très fiable, c'est uniquement la certification, en fait. Ce qui est fiable, après, c'est tout ce qui passe en Syrie, et globalement, ce qui est dans le secteur de l'énergie, et ça s'attaque de convoi. Après, on peut montrer aussi ce qui est moyen. Bon, bah, tout le secteur de l'industrie, on n'est pas trop sûr de ce qui est utilisé. On a une idée, mais voilà. Et après, tout ce qui est mauvais, bah, tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui n'est pas certifié. Et après, c'est l'utilisation de Connex, dans notre cas. Voilà. Et donc ça permet de donner beaucoup d'informations supplémentaires sur la fiabilité pour peu voilà, qu'on utilise ces étiquettes et qu'on puisse vraiment montrer, en fait, ça montre vraiment à quel point on croit dans les données qu'on montre. Donc là, on voit que si on met juste le très fiable, bon, elle est un peu légère cette filière. Si on met le fiable, on y croit un peu plus quand même. Donc ça dépend le degré d'incertitude qu'on veut sur les filières et puis on peut très bien montrer ça et je pense que c'est assez compréhensible par les acteurs. Voilà, et donc maintenant, logiquement, on a rempli tout cahier des charges. Hein. On a un fichier final qui a plusieurs régions, plusieurs années. On peut représenter les acteurs, on peut faire des filières économiques. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'en fait, l'interface avec absolument toutes les informations, elle est comme ça là. Donc là, on peut faire. Pardon, ça se voit pas. Donc il y a
On peut filtrer par les nœuds pour faire la certification du bois, mais on peut aussi filtrer pour faire les fiabilités de source. À chaque fois, vous voyez quelque chose qui s'appelle couleur du nœud. C'est si on veut que les flux prennent les couleurs des nœuds. Donc là, on peut faire quelque chose de bien, à savoir sur la certification du bois, mettre que les flux ont la même couleur que la certification du bois. C'est intéressant pour vraiment avoir tout ce vert et tout ce rouge différencié. Là, c'est juste que je n'ai pas l'agrégation, donc vous ne voyez pas en fait, surtout le diagramme. Ensuite, on peut mettre les périodes, donc changer les valeurs, encore une fois faire une filtre sur les régions, avoir cette notion de certification, pas certification, avoir cette notion de fiabilité en montrant les fiabilités de source comme ça. Et ensuite, la dernière partie qui va nous intéresser, c'est la partie de visualisation. Alors là, c'est vraiment la dernière chose que j'ai à vous montrer. Alors, la propagation. Oui, c'est dans la visualisation. Donc, la visualisation, ce que j'appelle visualisation, c'est plusieurs choses. C'est la visualisation dynamique. Typiquement, on peut montrer une propagation de flux dans le Sankey. Voilà. Donc là, c'est un raccourci c'est Alt-click. Et vous voyez, c'est une animation qui se lance toute seule en fait et qui permet de montrer où vont les matières et comment est-ce qu'elles sont liées entre elles. Donc là, j'ai cliqué sur celui-là tout en amont, mais on peut s'imaginer très bien voir le transport et juste avoir ça. Hein. Ou alors juste le bois d'œuvre et avoir ces propagations qui sont. Et ça, c'est encore une fois très utile. Alors là, c'est un diagramme qui est assez simple, assez linéaire en plus, donc ça fait vraiment de gauche à droite. Et pour des choses qui font vraiment un peu comme un arbre avec plein de branches et plein de petites choses, c'est vraiment intéressant pour voir quelles filières sont impactées par quelle chose. Donc avoir cette notion un peu de vulnérabilité à chaque fois de chaque point, choses comme ça. Bon, pour rester encore dans cette analyse très filière, mais on peut faire plein de choses avec OpenScience. Donc ça, c'est une des choses de visualisation. Ensuite, il y a un raccourci qui est CTRL-S et ça permet d'enregistrer une vue. Donc là, on aimerait enregistrer cette vue. On appuie sur CTRL-S et vous voyez qu'il y a une vue sauvegardée qui a été faite. On va faire quelque chose de très stupide, mais c'est juste pour montrer la façon. On va supprimer le transport. Et là, on va reprendre une vue. Et en fait, dans l'onglet visualisation, les deux vues sont enregistrées. Donc, on peut aller visualiser celle-ci. Comme ça. Hop. Donc, ça, c'est la première vue que j'ai prise. Donc là, elle est statique, hein, on peut rien faire avec. Ah si, on peut un peu bouger avec, autant pour moi. Donc c'est une première vue. Et ensuite, il y a une deuxième vue, et c'est celle où j'ai supprimé le transport. Et avec ça, en fait, avec cette notion de vue, on peut, à partir d'un diagramme fini, à chaque fois supprimer les étapes et faire une histoire complètement. Ou alors en la construisant au fur et à mesure, en enregistrant les vues. Hein. On peut faire une histoire. Et l'idée, ça serait d'aller assez loin là-dedans, de pouvoir faire des GIFs. Donc on enregistre notre progression, pouvoir faire un GIF qui se déroule, faire une petite vidéo de 10 secondes avec l'évolution de la filière et comment elle se crée. Directement dans OpenSankey. Alors là, je laisserai à Julien la façon de le décrire. Hein. C'est encore nouveau et pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose avec. En fait, on peut juste prendre les vues. Mais c'est quand même bien d'avoir un fichier où tu as toutes les vues qui sont enregistrées et où tu pourrais raconter cette histoire juste en passant d'une vue à l'autre. Voilà. Et puis après, tu peux les changer, les mettre l'une avant l'autre et en fonction de l'histoire que tu vas raconter. Et après, il y a les filtres de flux. Alors ça, j'en ai pas encore parlé. Je vais juste recharger le fichier parce que j'ai supprimé un nœud important. Hop. Il y a différents modes qui ont été faits pour continuer sur cette notion de visualisation et d'informations supplémentaires que ça apporte, les Sankey. Alors, notamment la structure. Donc là, en fait, on va enlever toutes les valeurs et on va juste dire qu'est-ce qui est connecté à quoi. Donc là, c'est comme si on faisait quelque chose avec des flèches hein, et qu'on reliait tout simplement qu'à un endroit à un autre pour dire qu'ils sont reliés par un flux. Ça, c'est bien pour faire des diagrammes logiques. Ensuite, on peut faire des filtres un peu plus avancés pour filtrer les nœuds s'ils sont en dessous d'une certaine quantité. Là, je vous invite à regarder attaque de convoi qui est au milieu. Et si je passe à 1, il est encore visible, à 2, il devient invisible. Et comme ça, au fur et à mesure, en filtrant de plus en plus, vous pouvez enlever les nœuds les plus petits, enfin les plus insignifiants, qui viennent des fois faire des spaghettis qui parasitent un peu les Sankey et garder uniquement les gros flux structurants de la filière. Pareil pour les labels, alors ça c'est peut-être un peu moins important, mais si vous avez c'est pareil, si vous avez tout plein de petits flux, c'est intéressant d'enlever ces labels des petits flux qui viennent se mettre partout et qui viennent donner plein de chiffres. Et enfin, dans le cas si on a des flux nuls, on peut choisir de les rendre invisibles. Parce que actuellement, c'est un flux où il y a écrit 0. Mais on peut on peut choisir de les rendre visibles, pardon.
Donc actuellement, ils ne sont pas affichés, mais on peut choisir de mettre un flux avec 0. Pour donner une information, c'est qu'on a une donnée, c'est qu'il n'y en a pas. Et des fois, avoir une donnée qui est égale à 0, c'est très bizarre, mais c'est une information importante. Voilà. Ensuite, on peut aussi régler les légendes. Là, je ne vous ai pas montré, mais la légende, pour l'instant, l'idée, ça c'est aussi de développer encore ça. On est encore au début. Mais pour l'instant, on peut décaler en X et en Y. Donc là, si vous regardez la légende qui est à gauche, certification du bois, elle va bouger. Voilà, et c'est décalé vers la droite de X. Et c'est en pixels. Mais ça va être étoffé aussi. Et voilà. Voilà, et raccourcis clavier et aide, j'en parle pas parce qu'en fait, ils sont pas finis. Alors, il y en a un dans les raccourcis clavier, mais c'est pas tout. Et l'aide, elle n'est pas encore faite. Mais voilà, donc j'espère que déjà, ça vous a pas trop ennuyé. Parce que montrer des fonctionnalités, c'est toujours dur de le faire de façon intéressante. Et je vais juste repasser sur le PowerPoint. Attends, je vais prendre le partage, non? Je vais montrer Ah oui, tu voulais. Ouais, je voulais juste montrer un dernier truc. Ça sera vite fait, hein, mais juste pour finir l'histoire quand même. Pardon, ça prend un peu de temps parce que mon ordi est lent. Je vais partager l'écran. Bon, il est parti. Alors, normalement, vous voyez ma présentation, mais pas en plein écran. C'est juste ma présentation normale. Donc là, c'était juste une petite slide pour dire que le cahier des charges, bon, globalement, il est rempli. Vous voyez un truc bizarre, vous. Non. Okay. Donc, le cahier des charges est rempli. Et pour faire un petit mapping des choses, alors normalement, on a vu les nouvelles organisations de menus, toutes les caractéristiques des nœuds, donc apparence, label et icône, surtout. Les caractéristiques des flux, donc pareil, apparence, label, tout ce qui est gradient, les inversions aussi et les notions de plan. Ensuite, on a vu les labels libres qui permettent de donner des informations supplémentaires, un peu comme ou d'encadrer des choses comme on pourrait voir sur PowerPoint. Ensuite, les étiquettes de données qui permettent de donner plusieurs données, donc ça temporelles ou spatiales, ou toutes les dimensions qu'on pourrait imaginer pour avoir des données différentes. Ensuite, les étiquettes de nœuds et de flux qui sont surtout pour de la visualisation, hein, pour aider à la compréhension, et pour donner des informations supplémentaires, donc ça soit sur la fiabilité, que ce soit sur que deviennent quel bois, là, typiquement la certification, où on pourrait faire sur le bois résineux et le bois fluide aussi. Et ensuite, la visualisation avancée, donc avec cette propagation de flux, avec ces notions d'enregistrement d'image et notamment les concepts à venir. Puis là, on va un peu vous présenter entre. Et voilà, merci. Donc moi, j'ai complètement fini mon histoire avec le silence Sano et tout ça, mais c'était juste un cas d'étude voilà, pour montrer pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à utiliser toutes ces fonctionnalités. Voilà, maintenant je donnais la main à Jules. Alors, merci Manu. J'espère que vous aurez apprécié la prestation parce qu'il a quand même pris tous les outils un par un dans la boîte à outils. C'était plutôt fastidieux et pas forcément marrant. Et il a enrobé ça dans une histoire dont j'espère que vous n'avez rien vu, que vous n'avez vu que l'histoire. En tout cas, on voit bien que toutes nos fonctionnalités, elles sont au service de quelque chose. Alors moi, je ne suis pas aussi préparé que lui. Donc je reviens, moi, je présente la boîte à outils. Donc je vais présenter deux choses supplémentaires. Alors, dans ce que vous a présenté Manu, il y a quelque chose qui fait partie un peu de l'ordre de la démo, quand même, c'est-à-dire il a tout fait, il a l'impression qu'il a tout fait avec l'interface. Dans la réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Et il l'a dit plusieurs fois, on va travailler avec Excel. Parce qu'en fait, vous imaginez bien que là, quand on a une combinatoire période, région, nombre de flux, ça devient vite ingérable à l'écran. On ne va pas rentrer à la main chaque flux. Et donc, on va passer à Excel. Et donc là, quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé aussi, parce qu'en fait, c'est même, je dirais, complètement essentiel, c'est vraiment d'avoir un format. Alors, pour ceux qui arrivent aujourd'hui et qui ne voient pas le passé, ça ne va peut-être rien leur dire, mais pour ceux qui ont manipulé les fichiers Excel avant, apprécieront les progrès qu'on a fait en termes de simplification. Alors, on n'y est pas encore aussi, je dois dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore, on est un peu en retard un peu par rapport à ce qu'on a fait sur l'interface. On n'est pas encore à la simplification maximale, mais on a quand même énormément avancé. Alors du coup, ça ressemble à quoi?
En gros, vous allez ici, donc j'ai sauvé à peu près le diagramme que vous voyez tout à l'heure. Donc, ça va ressembler à quoi en forme Excel? Vous allez retrouver un peu les éléments que vous voyez que vous avez vus dans le diagramme. Donc, les noms des nœuds. Vous avez leur couleur. Alors, c'est leur couleur initiale, hein, quand elles ne sont pas pilotées par les étiquettes. Leur forme initiale. Alors, vous vous rappelez des labels. Alors, par exemple, certification du bois, on leur donnait des étiquettes. Alors, bois résineux certifié, ça fait partie de bois certifié. Et puis, il y avait des catégories qui étaient indéterminées. Donc, on voit que le label, il est appliqué 2 fois. Alors, que tous les labels soient appliqués ou qu'il n'y en ait pas, c'est équivalent. Enfin, bon, ça, c'est une nuance Enfin, sans rien en parler maintenant. Toutes les étiquettes dont tu as parlé, Manu, elles sont décrites dans un onglet qui s'appelle tag, alors on appelle étiquette. Donc, il y a les tags de données, donc période région, les tags de nœuds, qui sont. Bon, là, c'est un peu confus parce que ça reprend un peu comme data tag, mais en fait, c'est les tags qui s'appliquent aux nœuds. Et puis, il y avait certification du bois aussi, bois certifié, bois non certifié. Et puis, il y avait les tags de flux, fiabilité de la source. Et donc, j'ai tout présenté sur le même modèle sur lequel on peut spécifier des couleurs. Et puis, c'est ici, en fait, alors c'est sur cet onglet-là, en fait, que Par contre, vous allez. moi, je me rends compte que j'ai pas l'impression que tu changes d'onglet en fait quand tu montes les choses. Oui, je confirme. On ne voit pas le changement d'onglet. Votre partage d'écran est en pause. Pourquoi reprendre le partage. J'ai dû appuyer sur le bouton malencontreusement. Ouais. Bon, alors, c'est débloqué sur Node. Ouais, d'accord, c'est sur Node. Alors, le tag, l'onglet tag, c'est celui-là, donc je ne vais pas tout expliquer, mais faites le raccord entre les explications et ce que vous voyez. Et l'onglet sur lequel vous allez beaucoup travailler, c'est celui-là, donc flux data. Donc, vous allez voir alors, le truc fondamental d'un Sankey, et c'est pour ça que le fichier le plus simple qui va pouvoir être traité par OpenSankey, c'est un fichier Excel avec un onglet qui s'appelle avec 3 colonnes origine, destination, valeur. Parce qu'après, on ne peut pas faire moins que ça. Mais avec ça, on peut faire quelque chose. Donc, tout sera construit à partir de cette structure, ces 3 colonnes, origine, destination, valeur. Et ensuite, quand on décline par période, bon, là, c'est pas très beau, mais par période et par région, ça va donner, on va pouvoir assigner les bonnes périodes, les bonnes régions. Alors ici, c'est donné par les clés, donc ça ne va pas, mais bon, c'est une chose sur laquelle on travaille. Fiabilité de la source, pareil. Donc, c'est vraiment dans cette chose-là que vous allez travailler et vous allez faire des allers-retours, en fait, entre je travaille dans le fichier Excel, je charge, peut-être que je veux faire des choses que ça va être peut-être plus pratique de faire à l'intérieur de l'outil, puis je ressauve dans Excel et puis je reviens. Donc, ça, c'est vraiment pour montrer cet aspect persistance. Et l'autre chose que je veux vous montrer, c'est qu'une fois que vous avez bien travaillé vos Sankey, qu'est-ce que vous en faites? En fait, ce que vous voulez, c'est les publier. En fait, c'est même éventuellement pouvoir récupérer tous ces Sankey chez vous, sur un site web déjà construit, quoi. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a un mode de publication. Et si vous allez quand vous allez sur le site OpenSankey, que vous allez dans Portfolio, et que vous cliquez là, vous allez voir à peu près des réalisations qu'on a déjà fait. Alors, par exemple, si on va sur cet ensemble d'exercices, moi, j'ai fait une publication de cet ensemble d'exercices. Alors, ce qui change quand on est en mode publication, c'est qu'on ne peut plus l'éditer. Il n'y a plus la petite barre verte qui permettait de changer quelque chose. Par contre, on garde le bandeau. Parce que le bandeau, lui, il sert à manipuler un Sankey existant. Il sert à filtrer, il sert à… Ouais, voilà. Donc, c'est là où on veut filtrer les périodes, on veut filtrer les régions, on veut filtrer les nœuds, on veut filtrer les flux. Et puis, aussi, on peut mettre plusieurs diagrammes ensemble. C'est-à-dire que tous les diagrammes qu'à charger et manuels les uns derrière les autres, ici, on les a mis ensemble, on peut les sélectionner à travers ce menu. Et puis, dans le mode édition, on peut ajouter beaucoup de choses. On peut ajouter beaucoup d'aides. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais
qui aiderait à raconter un peu ce qui se passe sur ce diagramme. On peut télécharger aussi soit des présentations, soit des fichiers Excel, des choses comme ça. Et cette chose-là, si vous êtes sur le portfolio, par exemple, si au lieu de le récupérer, d'aller voir le site directement, vous prenez le zip ici, vous le téléchargez. On va le télécharger, par exemple, je sais pas, ici. J'étais où? Vous dézippez. Et vous allez dans le dossier. Là, vous avez votre site complètement auto-contenu, quoi. Engine, enfin, comme on dit en anglais, enfin, moteur inclus et les diagrammes. C'est-à-dire c'est installable, en fait, sur n'importe quel site. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant parce que on veut pas juste faire des sentiers statiques, avoir des images. On veut tout cet aspect dynamique, on veut le garder, y compris en mode publication, quoi. Voilà. Et alors, je parlais un dernier, voilà, par exemple, je voulais montrer un peu sur un cas réel. Par exemple, là, j'ai pris fourrage. J'avais parlé au début de notre virtuose Maxime, qui faisait des sentiers assez extraordinaires. Alors, vous voyez, on va dire qu'en mode niveau 1, c'est assez simple. Ça, c'est le fourrage. Hein. On passe en niveau 5. On commence à avoir des choses assez denses. Il faut quand même bien les organiser. Et je peux vous dire qu'avant d'arriver à ce niveau-là, il faut avoir une... Enfin, moi, je ne sais pas faire, par exemple, c'est sûr. Mais il faut avoir quand même un certain niveau de pratique des sentiers, quoi. Et c'est aussi ça hein, qu'on essaie vraiment de développer, qui va apparaître, je pense, de plus en plus. C'est une manière aussi de faire des jolis sentiers, dans les cas réels. Hein. Parce que ce qu'a montré Manu, c'est une démo. Il n'y a pas beaucoup de nœuds, il n'y a pas beaucoup de flux. Dans la réalité, c'est des milliers de flux. Voilà. Donc, je crois qu'on a tenu le timing, hein, qu'on va pouvoir conclure. Donc, comme je le disais, hein, ça c'est l'état. Donc, on est en 0.9. Alors, bêta 0.9, ça veut dire que normalement, la dernière fois que je vous avais présenté, c'est la bêta 0.8. Donc, la prochaine, ça sera une 1.0. Donc, ça devrait être une sortie un peu officielle. Et je pense qu'on sortira des webinaires. Là, c'est des webinaires encore un peu confidentiels, avec des gens bienveillants, tout ça. Enfin, on s'entraîne un peu là en ce moment. Enfin, mais la prochaine fois, je pense qu'on sera vraiment dans quelque chose de plus massif parce que notre but, c'est effectivement de diffuser hein, cet outil, quoi. Et de créer une communauté autour de ça. Voilà, donc merci hein, d'avoir pris le temps de... Bah, tu peux prendre la parole, Olivier. Hein. On a fini. Oui, juste une petite question. Tu as évoqué tout à l'heure, merci pour la présentation, c'est très clair et impressionnant. Surtout là, ce diagramme final. Oui, pour la réconciliation de données, en fait, ça se passe pas dans OpenSankey, c'est ça? Ça se passe dans plus la notion de filière, c'est le complément Ouais, alors du coup, on a décidé de ne pas faire de présentation sur ça aujourd'hui. Ah, mais d'accord. Parce que ça ajouterait encore 1 heure, quoi. Mais ça se passe dans le même outil? Alors, du coup, il y a son outil jumeau. Là, je suis toujours en partage, là, ou pas? Oui, je suis toujours en partage. Donc, il y a son outil jumeau qui s'appelle... Alors, du coup, là, l'URL est faux. Hein, c'est MFA Sankey, normalement, mais là, c'est AFM Sankey. On a fait le... Et là, dans celui-là, s'ajoute un menu, un dialogue qui s'appelle réconciliation. Et donc, du coup, c'est là où se branche AF-filière, c'est-à-dire qu'à partir de fichiers d'entrée non réconciliés, on va envoyer ça dans la machine, ça va mouliner et renvoyer un fichier Excel qui sera dans un format
compléter, on va dire, et réconcilier, et on va pouvoir l'afficher. Voilà, mais il n'y a pas de… Enfin, voilà, c'est là que ça se passe. Ok. Mais ça demande… on le fera à un moment donné, hein, mais ça demande un peu de temps quoi, pour le présenter. Ok. Non, il y a un petit décalage de phase entre… plutôt pareil, on est en des bêta, là, il y aura un petit décalage de phase entre la sortie OpenSankey et la sortie de AFN-Sankey. AFN-Sankey est basé sur OpenSankey, donc c'est toujours un peu… Enfin, peut-être qu'on arrivera à synchroniser, mais on ne s'engage pas là-dessus. Okay. Et ensuite, concernant l'utilisation d'outils, moi, je viens de regarder là sur le… On a des firewalls là, qui nous bloquent sur les interfaces Airbus. Enfin, c'est accessible en open source, entre guillemets, OpenSankey, là. Ah oui, c'est gratuit, c'est accessible aujourd'hui. Hein. Donc Airbus bloque l'utilisation. En tout cas, là, je suis sur le firewall, je suis bloqué. Donc, même en mettant le S dedans, HTTPS. Je peux essayer avec le S. D'accord. Ouais, ça pourrait nous permettre de jouer avec, entre guillemets, pour commencer à se faire la main. Ah oui, bien sûr. Hein. En fait, beaucoup de gens qui sont en ligne, là… Ce sont des utilisateurs… avertis, on va dire. Non, mais ce serait sympa de pouvoir l'utiliser, mais visiblement, je vais essayer. Non, c'est… Non. Ouais, après ça, il faut demander à… Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Alors là, il faut demander… Il y a moyen de l'avoir en mode autonome, c'est-à-dire sans passer par le web ou… ça commence à être compliqué, là. Ah, oui, tout est possible, hein, mais là, ça demande des manips d'installation. Ce serait plus simple que tu demandes au service info d'Airbus. L'accès spécifique à cet outil, à cette… En fait, parce qu'en fait, ils peuvent mettre, même s'ils ont une règle qui bloque, ils peuvent mettre une exception. Ah ouais, non, je vais voir, ok, ça marche. Donc, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions dans le chat, là? Je sais plus. Donc, toi, Vincent, tu voyais… Oui, alors, bon, on essaie de masquer un maximum… on essaie d'avoir 0 bug dans la démo, hein, mais forcément, il reste plein de petits détails à régler. Enfin, notamment ces labels qui se mettent à l'envers. Voilà, donc c'est pour ça que ça ne s'appelle qu'une 0.9 hein, pour l'instant. La 1.0 sera parfaite. On défiera à quiconque de trouver… Juste, Julien, il y avait des questions aussi sur les icônes tout au début. Il va y avoir, on va produire un document pour vous expliquer un petit peu comment on peut créer une police d'icônes pour pouvoir l'utiliser dans OpenSankey. Qu'est-ce que c'est pas? Il y a une petite manip en dehors à faire. Voilà, bon, c'est peut-être pas le lieu aujourd'hui parce que ça aurait pris un peu de temps, mais voilà. Ouais. Et donc, j'en profite à bien remercier Fabrice qui a pris la parole. Donc, Fabrice et Vincent, hein, puisque leur contribution sur l'amélioration du Sankey n'est pas des moindres. Hein. Enfin, c'est essentiellement leur fait. Alors, pas que Julien, quand même, il ne faut pas. Mais merci. Qu'est-ce que tu vois là? Je ne sais pas. Tu m'as coupé, c'est ça? Non, c'est pas coupé. Je suis trop pris là. Non, en plus, je pense que j'arrête. Rapidement, juste pour les icônes, c'est vrai que je suis passé très très vite dessus. Hein. Quand vous êtes déjà dedans, quand vous créez un nœud, de base, vous n'avez pas d'icône du tout. C'est des icônes que vous importez par Sankey. En fait, ça va être enregistré dans le JSON que vous allez avoir, c'est le format Sankey. Et pour le faire, globalement, c'est aussi des fichiers JSON qu'il faut utiliser. Donc, tous les icônes sont sous format JSON. Là, vous voyez que j'ai toute une… Alors là, c'est Seigneur des Anneaux, donc il y a beaucoup dedans, en fait. C'est toutes celles que j'ai utilisées sur les diagrammes. Donc là, j'importe dans Mise en page, je choisis mon fichier de JSON que je peux ensuite mettre dans mes icônes. Et donc là, c'est toutes celles que j'ai prises.
Alors, pour les prendre, il y a deux choses que j'ai utilisées. Donc, il y a quelque chose que Fabrice utilisait, ça s'appelle iCommon. iCommon, il est très bien ce site parce qu'il propose déjà des logos déjà faits. Alors, il y a plein de bibliothèques qui sont gratuites. Donc là, je défile tout ce qui est possible de faire. Voilà, ça c'est gratuit. Et aussi, très important, vous avez la fonction d'import d'icônes sous format SVG, donc vectoriel, qui est aussi gratuite. Donc en fait, tout ce que vous voyez qui était un peu personnalisé, qui avait une tête un peu sympa du Seigneur des Anneaux, c'est des trucs que j'ai chopés sur Internet, des images normales, que j'ai changées de PNG, donc n'importe quelle image en fait qui est un peu bien détourée, vous pouvez le faire. Vous la transformez en vectoriel, donc à travers un autre logiciel, et vous l'importez sur ce site. Et après, donc avec toute la bibliothèque et tout ce que vous choisissez de prendre, alors là, dès que vous cliquez dessus, ça le désélectionne, ça le sélectionne. Vous générez après en bas vos icônes, et là, vous pouvez toutes les intituler. Et en faisant ça, ensuite, là, vous savez juste à télécharger, download. Vous téléchargez et après, vous pouvez les importer sur le site, ici. Donc, hop là, pardon, vous pouvez le faire. Hop, ici. Et donc là, c'est ici, regardez. Donc là-dedans. Et une fois que vous l'avez importé là-dedans, donc votre fichier qui a été généré sur le site iCommon, donc à partir d'icônes que vous pouvez choisir directement sur le site ou à partir d'icônes que vous faites vous-même, vous pouvez les utiliser ensuite dans les deux. Voilà. J'espère que ce point est un peu plus clair. Et alors, alors pour transformer les images de PNG en SVG, ça demande une petite manip. Il y a des logiciels gratuits qui permettent de le faire. Vincent, ce qu'il utilisait, c'était Inkscape. Je l'ai totalement copié, en fait. Sur Inkscape, vous prenez une image PNG, n'importe laquelle sur Internet, donc vous tapez juste l'image que vous voulez faire. Donc là, je vais cliquer sur le nouveau document pour créer un nouveau document. Rien de fou. Vous avez un logiciel normal de dessin. Bon, pour ceux qui sont habitués au logiciel de dessin, en fait, j'ai des trucs triviaux. Mais sinon, je vous invite à télécharger Inkscape. Ensuite, alors là, vous pouvez copier-coller une image, n'importe laquelle. Donc là, on va taper logo. Alors, vous voyez que tous les logos que j'ai cherchés, c'était sous le site Internet. Parce que du coup, j'étais là-dessus ces derniers temps. Alors là, ça peut être n'importe quoi. C'est même pas forcément obligé d'être un format SVG. Vous prenez le premier qui vient et qui vous plaît bien. Vous la collez là. Pour peu que ça ait un peu une forme de logo. Et ensuite, l'image, il faut la transformer. Donc voilà, ça demande des petits manips là qui sont externes au logiciel, mais en même temps, c'est de le faire dessus. Là, dans Chemin, vous pouvez vectoriser un objet matriciel. C'est ça qui va aider à le transformer en fait en SVG. Donc là, vous pouvez le faire. Vous faites appliquer. Et là, vous avez deux images. Une vectorielle qui a été créée à partir de celle-là. Ensuite, celle-là, en fait, si vous l'enregistrez et que vous l'importez sur iCommon, vous pouvez tout à fait la mettre. Et ça va vous créer un set par import que vous faites d'SVG. Voilà. Et ensuite, vous pouvez les mettre donc, dans les deux en les important via ici. Voilà pour la manip. Et donc ça permet de faire donc, tous les logos qu'on vous a dit. Et alors, il y a peut-être Emmanuel qu'on pourra faire et Julien qu'on pourra faire des petits tutos vidéo justement pour expliquer toutes les petites choses un petit peu subtiles là qu'il peut y avoir. Ah, mais c'est pas peut-être. Hein, oui, c'est sûr. Il y aura des vidéos qui vont permettre d'expliquer tout ça et qui vont finalement reprendre un peu la trame que je vous ai faite aujourd'hui. Hein. Plus tout ce que j'ai zappé en fait, parce que c'était peut-être un peu laborieux à montrer dans une démo. Plus tout ça. Voilà. Ben, voilà. Bonjour à tous, moi j'avais une petite question, donc Valentin d'Aura 2E. C'était si on souhaite automatiser la génération de Sankey, donc à partir d'OpenSankey, c'est finalement on passe par les fichiers Excel. Ce qui sera le plus facile. Ou les fichiers JSON même plutôt. Ou les fichiers JSON. Ouais. Non, en fait, la manière dont c'est. Alors, parce que pour Territory, il existe un prototype. Et l'idée, c'est que ça va directement chercher dans la base de données. Enfin, ça fait une requête. Et puis, ça transforme directement dans le JSON. On ne passe pas par Excel. Ok, non, ouais. En fait, il faut juste connaître c'est facile, hein, enfin, c'est un mapping entre des données dans une base de données et le format JSON.
Parce que là, par rapport à toutes les fonctionnalités, en fait, toutes les fonctionnalités que vous avez représentées aujourd'hui, sont déjà intégrées dans l'Excel ou l'Excel, Alors, sur l'Excel, c'est non. JSON, ça L'Excel, embarque tout ou ça embarquera que on va dire, des fonctionnalités de base des Sankey? oui, alors il y a ce que va capturer l'Excel, c'est essentiellement des attributs de structure, enfin, et pas graphiques. Alors, on en met quelques-uns, on met quand même la couleur et. Enfin, on met que la couleur en fait. Mais après, pour que ça marche bien, il faut que le fichier Excel il soit accompagné d'un autre fichier, alors qui est le même format JSON, mais avec une autre fonction qu'on appelle un fichier de mise en page. Donc, on applique une mise en page, on load le fichier Excel, on applique la mise en page et comme ça le sort avec la forme qu'on veut. Donc, en fait, pour avoir toute l'information qu'on a sur le site, ça se scinde en deux fichiers. Un fichier de forme, un fichier de fond. Voilà. C'est clair. Merci, Julien. J'ai pas fait, c'est vrai qu'on aurait pu faire cette démo-là. Mais bon. On est sur FM. Non, ça marche aussi sur OpenSense. Ah oui, non, ça marche sur FM. Voilà. Quelqu'un d'autre ou on clôt la réunion? Eh ben, donc, merci à tous. Et on vous revoit dans 4 mois pour la 1.0. Et puis, si vous avez des questions à l'utilisation ou des bugs à remonter, n'hésitez surtout pas. Alors, c'est vrai que là, on pourrait, oui, je pense qu'on peut repasser dans un mode. Enfin, ce qui serait bien, c'est que pour la fois suivante, pour ceux qui étaient là la première fois, s'ils se rappellent, en fait, on a très peu parlé, nous, et on avait dit à ceux qui venaient de présenter leur santé. Et là, ça fait 2 fois, on est dans un mode très descendant. Bon, c'est parce que bon, je pense que c'était nécessaire, mais de repasser à un mode participatif et quoi d'après. Et je pense que là, je pense que on verra, voilà ce que ça donne, mais si vous produisez des sankés, peut-être vous les présenterez quoi la prochaine fois. Quoi. Enfin, avec votre propre manière, je sais que voilà, je ne sais pas pourquoi je pense à Amandine en particulier, mais la première fois qu'elle a utilisé, elle a fait complètement autre chose, quoi. Et je trouvais ça très intéressant, quoi. Et je suis sûr qu'on en aura plein des surprises comme ça. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Excuse-moi, Julien. Tu avais créé un groupe LinkedIn, je crois, d'OpenSankey. Oui, c'est vrai. Oui, alors, l'idée de créer une communauté, faut bien, on commence comme on peut. Là, on a créé un groupe LinkedIn qui s'appelle OpenSankey. On était une 20aine de personnes. Et alors, pour l'instant, je n'ai pas réussi à le faire vivre. Personne n'a réussi à le faire vivre parce que on n'était pas prêt. Enfin, on va dire que c'était une préliminaire. Mais l'idée, c'est de commencer à faire vivre cette communauté à travers ce groupe LinkedIn. Donc, pour poster par exemple, des sankés qu'on réalise, quoi. Mettre des images, des choses comme ça, donner des idées. Voilà. Donc là, je vous invite je ferai peut-être un mail de récap où je vous donnerai le lien pour s'inscrire dans ce lien. Peut-être une question sur les données. Là. En fait, les données sont stockées sur vos serveurs. Par rapport à la confidentialité des alors données. là, oui, on n'est pas… Non, mais de toute façon, ils sont enregistrés en local sur les postes de chacun. D'accord, il n'y a pas de problématique de confidentialité des données. Ah, si. Enfin, tant qu'on fait que des sankés, il n'y a pas d'interaction avec le serveur. Mais par contre, dès qu'on sauve en Excel, on charge Excel, il y a des interactions avec le serveur. Mais tu donc, les gardes oui, à un moment donné, on voit les données. Mais tu les gardes pas. Tu les gardes pas. Tu les gardes pas. Non, je les garde pas. Mais après, je ne sais pas comment on le garantit, ça. Je pense qu'il y a une phase de… Mais là,
là, à l'heure actuelle, si vous allez sur le site opensankey.fr, que vous faites un Sankey uniquement à partir des menus de configuration graphique là, qu'a présenté Emmanuel, les données restent sur votre machine. Ouais, c'est que le code client. D'accord. Non, parce que ça peut être une question quoi, Bien sûr. qui puisse Ouais, être bah, c'est vrai. un problème, entre guillemets. Enfin, à chaque fois qu'on utilise des outils, il faut faire attention à la sécurisation des données. Et... Après, je sais pas, du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais plus tôt. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il existe un mode local. Enfin, c'est possible d'aller et de l'installer en l'architecture client-serveur chez le client. Et du coup, c'est bon. Oui, c'est pas le. Ça demande une petite mise en œuvre, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais j'évoque ce point parce que peut-être vous ne l'avez pas imaginé, mais nous, tout de suite, c'est des questions qui se posent en fait sur le fait de mettre de nos données via des interfaces de ce type. Se pose la question de la sécurité. Voilà. Bah, ouais, en fait, si, mais maintenant, il n'y a qu'une solution. Hein. Enfin, c'est le cloud privé, enfin, ou l'installation. Ouais, je comprends. Non, mais ça risque. Oui, non, mais d'accord. Donc, après, Et du coup, bah, qui résout ce problème de manière radicale, on va dire. Ouais. Après, du coup, il y a les problèmes des mises à jour, c'est-à-dire qu'on peut pas, enfin, en privé, ben, on ne peut pas suivre les évolutions, les améliorations, tout ça. Bah, il y a toute une opération de maintenance quoi, pour les ramener chez le client, mais bon, ça se fait. Quoi. Ok. Ça marche. Bon, bah, merci. Je redis merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée. Antoine, c'est pas toi qui vas tester, parce que c'est nous qui te les faisons. Les enquêtes. Bon, Julien, moi j'ai des trucs à finir là pour ce soir. On débriefera un peu plus tard ou quand on se voit le 7, le 8. Je t'entends plus de toute façon. Allez, ciao. Bon, bah, c'était génial.